Deuxième table ronde, c'est tout de suite avec Cécile de Sandre, pardon, j'étais en train de chercher le deuxième nom de Cécile de Sandre, qui va nous parler d'un très beau château, mais pas que, dans le Pessac-Léognan. Nicolas Fillon, directeur général de 200 Gosses, qui nous rejoint aussi. Éric Bacheret, on en a parlé tout à l'heure, je ne sais pas s'il ne va pas aller chercher de la matière première bientôt au Pays Basque. Directeur général de Pyrénex, c'est dans les Landes, ce qu'il faut le préciser. Et puis Christophe Gélibert, un tapissier décorateur qui est en Charente, dans une communauté de communes qui s'appelle Val-de-Bonnieure, que tout le monde connaît. Je plaisante avec ça, Val-de-Bonnieure, donc merci. Allez, nord-est d'Angoulême, on va dire. Voilà, c'est qu'ils ont changé le nom des communes, on plaisantait de ça tout à l'heure avec Christophe Gélibert qui en vient. Je suis ravi de vous avoir, tous les quatre, parce qu'on est, tout le monde est ravi de vous avoir. Je ne personnalise pas, c'est vraiment une table ronde, je trouve, qui est représentative des évolutions. On vient d'en parler, on vient de voir que l'innovation primait, que plein de choses se passaient. On a l'impression que c'est radical. J'ai envie de commencer par vous, Nicolas Fillon. J'ai envie de dire, on ne vous présente plus, mais on va quand même le faire. C'est 200 Gosses. Alors, je dis on ne vous présente plus parce qu'on a eu la chance de vous remettre les trophées des Néo-Aquitains avec la région et Sud-Ouest, trophée de l'entreprise de la Nouvelle-Aquitaine de cette année. On vous a mis en avant et c'était largement mérité. Vous avez fait un choix draconien qui était de passer de la production de produits phytosanitaires, je vais caricaturer, vous me reprendrez, à des produits bio. Et vous en êtes le leader européen. Alors, dit comme ça, on a l'impression que c'est simple. La question qu'on entend là, c'est, et on l'a vu avec Philippe Mauguin, est-ce qu'il faut un peu de temps ou est-ce qu'il faut un moment prendre le virage et on assure et on y va? Qu'est-ce que vous diriez, vous, avec votre expérience? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation d'abord. Alors, du temps, en fait, on voudrait bien en avoir, mais je ne suis pas sûr qu'on en est vraiment disponible. Je pense que la vision des entreprises elle est d'abord impactée aussi par des attentes sociétales. Et dans ce que vous évoquez sur la transformation de l'agriculture, c'était aussi l'objet de la table ronde et de l'introduction de Philippe Mauguin, c'est qu'en fait, il y a une pression très forte, une attente qui est énorme. On l'a vu dans les témoignages. Donc, il faut arriver à jongler entre le temps de l'innovation et de la recherche et développement. Et dans notre métier, c'est 10 ans au moins, avec en même temps des attentes qui sont très fortes. Donc nous, en tout cas, le virage, pour répondre à votre question, il a été effectivement radical. Et il faut arriver à faire concilier cette vision avec l'audace, la prise de risque, arriver à emmener tout le monde, donc à la notion d'équipe, de cohésion, et puis effectivement jongler avec le temps du compte de résultat, qui est tout de suite, là, la fin de l'année, et puis le temps de l'innovation qui, lui, est beaucoup plus long. Plus encore, et je reste avec vous, puis ensuite vers nos amis, comment on décide à un moment d'abandonner un marché, donc du chiffre d'affaires, pour aller vers un autre marché qui n'est pas encore apporteur, lui, de chiffres? Est-ce qu'on se met en danger ou est-ce que à ce moment-là, on jongle entre le passé et le futur? En tout cas, nous, notre expérience, c'est clairement se mettre en danger. On a abandonné donc des parts importantes dans les anciennes activités. Donc, quand vous faites ça, forcément, vous prenez des risques. Alors, vous espérez toujours qu'ils soient calculés. Mais dans une entreprise, en tout cas, c'était le cas de la nôtre, vous avez évidemment une résistance au changement. Donc, en tout cas, moi, quand même, je me suis fait une petite conviction là-dessus, c'est que si vous ne faites pas un virage justement assez radical, les habitudes reprennent le dessus et puis vous vous enfoncez. Donc, je crois qu'à partir du moment où vous avez une vraie conviction, et moi je l'ai entendu d'ailleurs dans les propos des intervenants de la table ronde, ensuite, il faut foncer. Donc, là, je crois qu'il n'y a pas trop de place au compromis et ça veut dire que et ça fait le lien aussi, je crois que vous parliez de 200 Gosses, mais nous on a eu une chance, et on l'a toujours, qui a été incroyable, c'est qu'en fait on est les actionnaires principaux de l'entreprise. Les salariés. Donc les salariés, 600 salariés au capital maintenant, 100 à l'origine. Ouais. Donc on a eu la patience de faire des compromis sur justement les économiques en se disant on ne se trompe pas, il faut aller vers les solutions naturelles, l'agriculture va se transformer et puis on jette ce que l'on ne veut pas. Voilà. Donc il faut arriver à mettre tout ça en cohérence, mais oui, on a pris des risques et puis on a eu la patience en tant qu'actionnaire salarié de se dire on est dans une approche de long terme et puis on le fait ensemble. Alors, Cécile de Sandre, j'imagine que ça vous parle, mais alors bigrement ce qu'on vient d'entendre, parce que là, vous avez encore quelqu'un à 2 casquettes minimum, puisqu'on vous connaît comme présidente d'un château dans le Pessac-Léognan, mais ce n'est pas votre château.
même si vous êtes la présidente, parce que vous êtes aussi directrice scientifique à l'INRAE. Une histoire incroyable. L'INRAE possède un château en Pessac-Léognan qui produit un grand cru et c'est aussi aujourd'hui un laboratoire. Expliquez-moi comment on jongle avec les deux casquettes, un peu comme chez Nicolas Fillon. Alors oui, j'ai coutume de dire qu'on n'est pas une entreprise comme les autres. Alors toutes ne sont uniques, mais nous on est unique. Donc on est une SAS, capitaux privés, mais propriété de l'Institut de recherche dont Philippe vous a présenté les enjeux et les missions. Donc on est ce château. Alors un petit peu d'histoire. INRA, maintenant INRAE, a acheté 35 hectares à Pessac, dont 11 hectares en cru classé de Grave, il y a 50 ans. C'était un moment où le Bordeaux n'allait pas bien. Sur ces 35 hectares, il n'y a plus que 2 hectares de vignes. Donc pendant toute une période, on fait de l'expérimentation. C'est une unité expérimentale comme une autre. Puis petit à petit, on restructure, on replante et se pose la question, c'est pas notre métier. On n'est pas là pour faire du vin, on est là pour faire de la recherche. Donc on se dit, bon, on le garde pas. La décision est prise de garder le château et d'en faire un démonstrateur. Alors ce démonstrateur, son objectif, c'est de faire du vin de grande qualité, et c'est ce qu'on fait, mais en même temps en offrant un espace où on expérimente les recherches qui sont faites dans nos laboratoires. Alors concrètement, on a bien compris, laboratoire et puis centre d'essai phénoménal, et quelle notoriété. Comment aujourd'hui, même si ça peut paraître banal, vous êtes en train de basculer vers le bio, et qu'est-ce que ça entraîne comme changement, puisque vous êtes bientôt bio, hein, vous êtes... On n'a plus alors, SAS en 2018, début de la conversion bio en 2019, donc notre première récolte en bio sera l'an prochain. Il faut le préciser peut-être pour ceux qui ne savent pas, il faut au moins 3 ans. Oui, voilà. Il nous faut 3 ans de conversion avant de voir le label. Donc ça veut dire 3 ans où vous subissez les contraintes de la transition sans pour autant la valoriser sur le marché. Alors nous, on avait une chance énorme. C'est pour ça que quand De Sangos nous explique qu'il y a un moment où on prend la décision, c'est ça. À un moment, on prend la décision, mais pour autant, on avait toute une trajectoire. C'est-à-dire que depuis 20 ans, nous, on était sortis du glyphosate depuis 20 ans, on réensemençait les interrants, on avait replanté des haies. Enfin bon, on avait déjà fait tout un travail. Et donc la conversion, elle était finalement, elle s'imposait à nous. Donc on a cette conversion en bio, mais on veut aller plus loin. C'est-à-dire que ça nous permet d'avoir le modèle économique du bio qui nous permet de valoriser notre production mieux qu'en conventionnel, mais on peut comme ça mettre en œuvre. Alors tout à l'heure, M. Dubourg disait le plus je fais, le moins je fais. Et c'est le cas. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire ici, c'est de mobiliser l'ensemble des connexions sur nos labos. Alors comment mieux adapté au changement climatique. Là, on a vu qu'on a eu des gels vraiment importants, donc on essaie de voir comment on va articuler l'ensemble de ce qu'on sait dans les labos pour mieux se défendre contre le gel. On a des problèmes d'attaque fongique, comment on va faire avec le cuivre. Donc tout ça, on mobilise nos connaissances de chercheurs sur une exploitation qui est soumise au marché. Alors, Cécile de Tendesson, on entend bien, elle est soumise au marché, mais les gens qui nous suivent, et on l'espère assez nombreux, et on est là pour au moins suggérer, peut-être donner des idées, ils disent oui, ils sont gentils, mais eux, ils ont quand même tout l'INRAE derrière eux. Comment moi j'en profite? Concrètement, est-ce que, si le mot n'était pas galvaudé, est-ce qu'il y a ruissellement de votre expérience vers d'autres? Et est-ce que justement, autour de vous, on vous dit non, débrouillez-vous, un petit peu comme notre ami avec ses machines tout à l'heure, ça va pas marcher? Ou est-ce que vous êtes regardé attentivement? Et j'en profite pour saluer l'arrivée de Guillaume Rioux. Le sujet va le passionner, puisque je rappelle que c'est le nouveau vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine, mais qu'il a été longtemps président de la Fédération nationale d'agriculture bio. Alors, bonjour. C'est une chose sûre. La maison INRAE est un vrai soutien. D'abord parce que c'est un actionnaire qui accepte de prendre le risque. Donc ça, c'est déjà important. Ensuite, on a le soutien des hommes. Et ça, une transition, elle ne se fait que avec les hommes. Et donc, on a les gens qui sont dans le domaine, qui y croient, mais on a aussi nos chercheurs qui viennent et qui nous accompagnent. Donc ça, c'est sûr que c'est important. Alors le ruissellement, on a des discussions importantes avec l'association des crus classés qui attendent aussi, qui nous regardent et qui disent allez-y, parce que c'est vrai que nous, on peut prendre certains risques, mais parce qu'on a une connaissance et on a tout ce capital humain qui nous accompagne. Nicolas Fillon, quand vous entendez INRAE dire allez-y, est-ce que vous avez connu l'inverse et on vous a dit n'y allez pas?
Oui, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure. On a toujours tendance à reproduire les schémas et l'industrie en général, elle vient de passer quand même 40 années dans un schéma traditionnel. Ça a été évoqué là aussi. Donc forcément, vous avez un environnement général qui vous dit ne bougez pas. Après, je crois qu'il y a un dénominateur quand même dans l'ensemble des interventions aujourd'hui, c'est quand même la notion d'innovation. Je crois qu'à chaque fois qu'il y a eu un mouvement, c'est ce qui nous rend particulièrement optimistes, c'est quand même toujours venu d'une rupture. On a dit, ben moi, je vais plus labourer, je vais plus avoir les tonnes de terre dans la Garonne, je vais faire autrement. Donc, je crois que le vrai sujet, il est quand même à ce niveau-là. Et quand vous avez l'audace et que vous osez, et que vous tournez vers l'innovation, forcément, les schémas traditionnels, ça ne s'inscrivent pas vraiment dans cette dynamique. Alors, Christophe Gélibert, vous êtes le responsable recherche et développement de chez Gélibert, vous êtes le responsable tapissier de chez Gélibert, Ouais. vous êtes le responsable de la comptabilité de chez Gélibert. Non, j'ai 3 associés. Voilà, mais il a 3 associés. Ce que je veux vous dire, c'est que vous, quand vous les entendez, vous vous dites, ça doit être extraordinaire, mais vous avez quand même réussi à avoir un prix d'innovation avec un meuble qui nous éloigne un peu de l'agriculture, mais il y a des produits naturels dans les coussins, donc ça va nous y relier, et tout ça, c'est de l'économie. Oui, et je dépends de la filière bois aussi. Et vous dépendez de la filière bois. Justement, vous revendiquez, et le titre de l'innovation 2017, le prix, le valider comme ça, premier canapé durable et recyclable, on précise les 2 mots. En quoi il est durable, votre canapé fait en Charente? Alors en fait, il a été conçu d'une façon, ça s'est retrouvé par l'intermédiaire de clients qui m'ont remonté des informations sur le fait qu'on ne trouvait pas de canapé justement qui soit à la fois recyclable, modulable, interchangeable, où on peut éviter de créer des déchets. Donc on a travaillé, on est parti sur un cahier des charges et on a travaillé sur le fait d'inventer un canapé qui allait justement être en éco-conception et en plus le sourcing, c'est-à-dire tout ce qui est matière première. On va le préciser, sourcing. Alors on va faire plaisir au vice-président de la région. Je crois qu'il y a du bois qui vient de Deux-Sèvres. Oui. Alors là, on peut pas. C'est pas encore exigé au niveau de. On espère plus tard. Peut-être qu'on est en avance un peu sur notre temps. Notre sourcing et nos matières premières sont, quand on le dispatche à l'unité du canapé, on est à peu près à 14 km d'empreinte carbone. D'accord. Donc le contreplaqué est fabriqué du côté de Niort, dans l'entreprise Alain Levano, peuplier de Touraine. Ouais. Donc un produit qui est suivi, qui est replanté, qui est, on va dire que tout est fait par rapport à notre cahier des charges pour respecter l'environnement. Au niveau de la mousse, on a la chance d'avoir un fabricant, le premier fabricant européen qui est à Libourne. Et au niveau de tout ce qui est la ouate et les emballages, d'ailleurs après peut-être qu'on pourra travailler avec la laine, voilà. Et sur Chalut, dans Limousin. Pardon, Chalut Limousin. Oui, Limousin. Voilà. Donc ça faisait partie aussi de notre exigence. Durable, on a compris. Recyclable. En quoi il est recyclable? J'ai l'impression que les canapés repartent recyclables. Dans le sens où, comme nous avons utilisé que des matières premières nobles, le contreplaqué est assemblé, n'est pas collé, il est vissé. C'est ça, on dit pas de colle du tout. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de colle. Le tissu, une fois que votre canapé a 10 ans, 15 ans, le tissu est démonté et réutilisé pour faire de l'isolant. La mousse est démontée passe dans des machines pour faire du rembourrage de coussins. Et le contreplaqué, soit le caisson est réutilisé, réemployé, ou alors est utilisé pour un autre corps de métier. Donc on a bien compris, il y a un produit, on vient tout de suite tout à l'heure, comme on a fait avec Muriel tout à l'heure, voir ce qu'il devient. On va venir chez vous. Alors là, la production chez vous, évidemment, elle n'a rien à voir, Éric Bacheret, avec ce qui se passe, parce que c'est une longue histoire chez Pyrenex. On parle beaucoup cet après-midi, et c'est le but, de ces entreprises qui ont transformé, qui ont évolué. On parlait tout à l'heure du côté radical de la décision avec de Sangos. Est-ce que vous imaginez est-ce que vous pouvez imaginer vous aussi ce virage? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez dire comment vous, à un moment, vous avez dû prendre des décisions et assumer des choix, que ça soit de dire on va tout parier sur le fait en France et dans les Landes, par rapport à d'autres qui iraient chercher des coûts moindres, et comment ça se décide? Alors d'abord, la plus grande transformation de Pyrenex sur les 10-15 dernières années, c'est de passer d'un état de fabricant renommé
auprès de tous les distributeurs français et européens à une marque authentique et engagée. Donc ça, c'est notre transformation des 10-15 dernières années. J'ai pu échanger avec quelques personnes en parallèle là-dessus. Donc ensuite, donc vous vouliez savoir... On va aller plus loin, parce que autrement Oui. les gens ne vont pas comprendre cette transformation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est majeur. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire de la vente tout est fait. directement, et la marque existe en la tant vente que telle. directement, et puis la démarche de passer de fabricant à une marque, Voilà. ça veut dire qu'on doit avoir un projet de marque, on doit avoir une stratégie, et on doit se positionner la marque sur un niveau de gamme, sur une distribution, etc., etc. Donc c'est tout un travail qu'on a pu effectuer ces dernières années qui nous a beaucoup aidé. Un des positionnements majeurs aussi de Pyrenex, c'est le développement durable, puisque nos produits sont réalisés en grande majorité avec de la plume locale, qui est, alors on a de la chance, hein, ça, on a cet avantage depuis plus de 160 ans. Donc on est tombé dedans hein, quand on était petit, on va dire. Donc c'est vrai que cette plume, elle est ce qu'on appelle upcyclée. Aujourd'hui, c'est très moderne. Et on passe toujours chez Pyrenex entre tradition et modernité. Cette plume traditionnelle, aujourd'hui, on dit qu'elle est upcyclée. Donc elle est exemplaire sur le plan écologique et sur le poids environnemental en particulier. Donc on s'en sert beaucoup et on a, au-delà de la chance qu'on a de l'ADN de Pyrenex, on a développé ces dernières années beaucoup de bonnes pratiques autour de cela. On est certifié ISO 14001 depuis 2008. On a certifié, donc c'est dans le textile davantage, mais Ecotex depuis également le même nombre d'années. On travaille beaucoup sur les tissus recyclés. Par exemple, sur la dernière gamme de doudounes, on a des produits, des doudounes qui sont à 98% basés sur l'upcycling de la plume ou les composants recyclés. Donc on travaille ces arguments de manière Alors le bon mot, c'est argument, c'est-à-dire qu'il faut faire savoir. Aujourd'hui, est-ce que la transformation que vous avez fait, justement, c'est de faire savoir de plus en plus, et j'y reviens, mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait de dire « je fais en France », et on en reparlera tout à l'heure, « je fais de plus en plus en France », que ça soit pour la maison, parce que c'est 45% de votre chiffre d'affaires, oui. On l'oublie, hein, que ça soit les... Oui, parce que... Il n'y a pas que la doudoune chez Pyrenex, c'est bien de le rappeler, c'est 55% et le reste, c'est la maison. Est-ce que c'est important pour vous de mettre en avant justement cet atout-là, développement durable fait en France? Bien sûr, dans cet atout de développement durable, notre fabriqué en France est essentiel. Aujourd'hui, on mesure la valeur ajoutée de Pyrenex à 90% réalisée sur notre site de Saint-Sevé. Donc effectivement, sur les doudounes, on a une opération, c'est le montage qui est réalisé soit en Tunisie, soit en Bulgarie, parce que tout simplement, la main-d'œuvre française ne rentre pas dans le prix d'une doudoune. C'est pas possible aujourd'hui, il y a trop de main-d'œuvre. Donc c'est pour cela qu'on est resté sur ce schéma-là pour la doudoune. Par contre, la literie est réalisée à 100% à Saint-Sevé. Les gestes autour de la literie sont beaucoup plus maîtrisables sur une fabrication française. Et la production aussi de la plume est réalisée aussi à 100% à Saint-Sevé pour la même raison, parce qu'on maîtrise cette matière depuis maintenant un siècle et demi et que les machines que l'on a nous permettent vraiment d'être compétitifs sur cette matière également. Donc Pyrenex, c'est ça, c'est 90% de valeur ajoutée sur la France et on le dit, on le fait savoir. Et dernièrement, c'est peut-être la question que vous avez posée, j'anticipe, c'est nous avons décidé de développer une unité de fabrication de doudounes 100% à Saint-Sevé, ce qu'on appelle le MIS. Alors c'est Made in Saint-Sevé, c'est facile. Donc ça a été un pari parce que cette main-d'œuvre sur la doudoune, elle reste toujours complexe et on a dû développer des produits particuliers qui sont basés d'abord sur des matières tissées qui évitent certaines opérations de montage, notamment autour du matelassage. Et donc on a innové, on a créé un nouveau produit. On n'a pas pris un produit fait ailleurs et donc amené à Saint-Sevé. Ce sont des nouveaux produits innovés et innovants que l'on a développés avec un certain succès et un bon positionnement prix aussi.
Alors, on va en parler du prix parce que ça rejoint aussi. Christophe Gélibert, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour qu'on parle aujourd'hui du canapé Made in Val-de-Bonnieure? Donc ça fait pas Miss, je suis désolé, il faut trouver un autre jeu de mots. Non, c'est Made in Charente. Made in Charente. Voilà, donc qu'est-ce qui manque aujourd'hui à votre prix innovation, à votre métier? Je le rappelle, hein, vous êtes un compagnon, vous avez été formé par un maître artisan, vous avez eu un papa qui faisait ça, un grand-père. Enfin voilà, il y a du métier comme on dit, et il y a maintenant cette innovation. Qu'est-ce qui manque? Il manque un banquier qui y croit, il manque des élus qui peuvent par hasard être dans cette salle qui y croient aussi. Qu'est-ce qui manque pour que ça marche? Je dirais pas qu'il manque un banquier, parce qu'un banquier, on peut toujours... Je pense que ce qui nous manque, c'est de rencontrer les bonnes personnes et d'être entouré par les bonnes personnes et avoir des exemples comme Pyrenex. Peut-être qu'il faudrait que j'aille voir davantage de chefs d'entreprise qui ont passé justement ce stade. Nous, on a encore une TPE, on aimerait bien devenir une PME. Donc, c'est à nous encore d'aller vendre notre projet, d'aller expliquer l'intérêt qu'a notre pays, parce que le milieu de l'ameublement était quand même un milieu en France dans le 18e qui était quand même, on était un pays incontournable. Et j'ai essayé de comprendre et j'ai essayé de trouver une innovation et on continue à travailler parce qu'on a d'autres projets innovants autour de l'ameublement pour justement redorer le blason de notre pays pour montrer qu'on existe dans l'ameublement et exporter, pourquoi pas. Et Éric Bacheret disait à l'instant que sur certains produits, malgré toute sa bonne volonté et l'arrivée de Nice, hein, j'insiste, il ne peut pas tout faire en France. Est-ce que vous n'avez pas le même problème demain si vous rentrez en production? Et est-ce que vous pouvez sortir un produit concurrentiel, bien qu'il soit recyclable et durable? Ou est-ce que c'est déjà là le pari qu'il est perdu? Ah non. Enfin, en ce qui concerne mon métier, parce que le vôtre, bien voilà, sûr. je connais bien le milieu de l'ameublement. Je pense que on a eu un tournant dans les années 70-80 où les métiers de l'ameublement ont été tentés justement à industrialiser tout. Parce qu'en fait, quand on regarde notre canapé, on a industrialisé l'artisanat. C'est-à-dire qu'on a quand même toujours ce savoir-faire. Et ce savoir-faire, vous avez beau aller en Chine, vous avez beau aller où vous voulez, il n'y est pas. Et après, c'est à nous d'être capables de trouver les process qui nous feront et qui nous permettront de gagner du temps pour pouvoir produire des canapés et de l'ameublement de qualité tout en étant compétitif. Alors, c'est ce qu'on vous souhaite. Je voudrais qu'on revienne là-dessus justement, parce que c'est peut-être la clé pour tout le monde. Il y a la volonté, on a entendu, donner du sens, etc. Mais tout ça a un coût. Est-ce que pendant la Covid, on a entendu beaucoup, et on l'a dit ici avec des gens, avec Philippe Mauguin dans un débat par exemple, et avec Eric Orsena, que les gens avaient changé, qu'ils évoluaient, et que ceux qui avaient les moyens, parce qu'il y a toujours une difficulté par rapport à l'argent, consommaient mieux et dépensaient plus. Est-ce que vous pensez que vous incarnez, avec le vin, avec de la tenue Pyrenex pour la maison, ou pour vous demain avec votre canapé, et peut-être aussi avec les produits bio, par rapport au phyto, est-ce que vous pensez qu'il y a un moment quand même une question d'argent et qu'il faut que le consommateur soit prêt? Je vous laisse ça, le premier qui veut répondre répond. Chez Pyrenex. Donc pendant cette crise, effectivement, on a constaté une évolution des comportements, notamment sur notre activité maison. Beaucoup de spécialistes de la consommation ont souligné que les consommateurs s'étaient retournés vers l'intérieur de leur maison et qu'ils avaient beaucoup travaillé ou travaillé parce que les maisons de bricolage, je crois, ont beaucoup tourné et également investi vers l'intérieur de la maison. Donc nous, on a pu le constater parce que l'activité literie, couette, oreiller, donc maison ou déco, on a une partie déco aussi, a beaucoup évolué pendant cette période. On a eu, même c'était presque la course pour livrer. On a réussi à livrer, heureusement, parce que je connais pas mal de nos confrères qui ont eu le même type d'augmentation de commandes, mais qui n'ont pas pu livrer, parce que cette crise a aussi généré d'énormes difficultés sur les approvisionnements. Oui, on en parlait sur d'autres domaines, et les transports. Voilà. Donc oui, on a vu des changements de comportement. Ma question, on a l'impression qu'ils sont durables parce que c'est en train de se dessiner pour la suite. Nous, dans les mois qui viennent, on a une perspective quand même qui reste sur ce niveau d'activité. Donc c'est assez intéressant. On espère que ça va durer. Voilà.
Oui, tout à fait. Quid à l'INRAE de ce regard sur cette durabilité d'un peut-être phénomène de société? Alors, les travaux qui sont menés sur ces questions-là sont moins optimistes que vous. Alors, sur la partie alimentaire, voilà, sur la partie alimentaire, on a vu pendant le Covid clairement une demande pas tant de bio, mais surtout de local. Local, tout à fait. Et donc ça, clairement, on l'a vu. Et les travaux, alors on n'a pas encore suffisamment de recul parce qu'on est à peine sorti, mais la pérennité du surprix, enfin voilà, du premium de prix que le client, enfin que le consommateur est prêt à payer, reste quand même très très fragile. Donc soyons prudents. Allez, dans un autre domaine, et puis on terminera cette table ronde. Nicolas Fillon, quid de positionnement prix quand on fait le virage radical et on reste dans notre sujet du jour de la transition? Est-ce que c'est le levier ou pas? Alors, sur le plan du phénomène Covid, nous on lit ça plutôt comme une accélération des grandes tendances plutôt qu'une rupture. Bon, ensuite, on ne peut pas vraiment simplifier, c'est-à-dire que tous là, autant qu'on est, on a besoin de toutes les agricultures. On ne consomme pas pareil le week-end, par exemple, que la semaine. On est content d'aller faire le marché et puis de passer du temps à cuisiner. Je ne pense pas que vous rentrez tous les midis pour faire une soupe ou le soir un pot-au-feu. Donc, je pense qu'il faut qu'on accepte aussi d'avoir des segmentations, ça a été évoqué. Et nous, l'ambition qu'on a dans cette transformation, c'est de servir toutes les agricultures. Parce qu'il y a besoin évidemment aussi de rester sur quelque chose qui à mon avis me semble clé, ça a été évoqué, c'est le local. Et bon, ça fait un peu le lien aussi avec les débats qu'il y avait tout à l'heure sur la production. Nous aujourd'hui, sur les 300 millions d'euros, on en fait 200 à l'international. Notre philosophie, elle est très claire, hein. Tout ce qui est consommé en France, on le produit en France. Quand on est ensuite au Brésil ou aux États-Unis, on produit au Brésil, en Argentine, aux États-Unis. On ne peut pas vouloir imposer aux autres territoires quelque chose qui serait une espèce de suprématie de la production française. Vous allez même plus loin en matière de ressources humaines, gardez le micro, car je crois que vous recrutez vos collaborateurs dans le pays et vous ne voulez pas d'expat ou très peu. Non, on a maintenant sur les 900 collaborateurs, on en a 400 à l'international, on a une personne à l'international, il est espagnol d'origine, donc il est retourné en fait dans son pays. Ça fait partie aussi, je pense, d'un sujet RSE qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer un autre jour, mais qui pour nous est un sujet de cohérence globale. Quand on part dans ces projets de transformation, il faut qu'on soit, je crois, humblement cohérent jusqu'au bout. Alors sur cette cohérence, Cécile de Tendescendre, on conclura. Moi j'aimerais bien qu'on parle justement du rôle, parce qu'on a entendu tout à l'heure que certains sur la première table ronde disaient que c'était peut-être le consommateur, ou en tout cas la pression de la société qui faisait qu'on évoluait. Je crois que vous croyez à ça, vous, pour le ruissellement demain, que les gens vont être un peu plus attentifs parce qu'il y aura une attente. C'est pas le marché qui va leur imposer. Alors nous, ce qu'on montre, c'est que en fait, il faut une combinaison. Et on ne peut pas réfléchir juste le système productif seul. Et alors, moi, j'ai bien aimé ce que disait tout à l'heure M. Pyrénex, où il dit, voilà, il faut... On va l'appeler Eric Pyrénex. Monsieur Pyrénex. Voilà, Monsieur Pyrénex. Il faut un projet, il faut des hommes, il faut une stratégie. Bon, et ça c'est la partie de l'offre. Il va prendre des notes, votre voisin de droite. et ensuite, il faut clairement une demande en face. Ouais. Et nous, on ne changera pas le système agricole si on ne change pas aussi la façon de consommer. Et donc, à l'INRAE, on cherche vraiment à réfléchir le changement dans l'ensemble du système agricole et agroalimentaire, donc agricole et alimentaire. Merci. Une réaction, j'allais dire, quelle belle conclusion, mais on peut en faire une autre, et ça sera le dernier mot pour le coup, si je tiens le timing. Allez-y, Eric. Je suis complètement innocent sur la partie agro et alimentaire, mais par contre, la chance qu'on a dans nos métiers, du textile ou de la maison, c'est d'avoir une identification du consommateur suivant le type de distribution. C'est-à-dire qu'on sait que dans tel type de magasin, on aura tel type de consommateur qui vient chercher un produit plus ou moins haut de gamme, pour lequel le prix ne sera pas le premier facteur, etc. etc. Et ça nous aide beaucoup à avancer. Et je disais tout à l'heure qu'il faut arriver à bien cibler la distribution. Moi, je dis ça en toute humilité parce que des fois on se trompe, hein. Mais en tous les cas, c'est un élément majeur pour nous. Et on a cette chance peut-être de pouvoir identifier le consommateur à travers
un réseau de distribution qui déjà le positionne. Chose qui n'est peut-être pas si évidente dans la partie alimentaire, je crois, mais bon, humblement. Christophe Gélibert, pour le marketing, il faudra que vous y pensiez aussi. On est en train de faire la liste de toutes vos courses. Oui, ça y est. J'ai bien compris que c'était prévu. Merci en tout cas, merci à tous les quatre. Je vous rappelle qu'on va pouvoir faire questions. Allez-y, vous pouvez les applaudir évidemment. Questions-réponses, s'il y en a, on les fera avec vous. On pourrait regagner la salle et on va vous demander